bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Vincent, hein? Et aujourd'hui, je suis au job en compagnie de Ludovic Maublanc, auteur de plusieurs succès. Bon, on parle de Cash and Guns, hein? On va parler aussi, t'es co-auteur de Cyclades, il y a eu aussi Mr. Jack, bref, on pourrait aller comme ça. Quelques-uns. Ouais, c'est ça, exactement. Ben écoute, puis j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir jouer à un jeu qui se nomme Sidereal Confluence. Si tu as écouté mon top 10 de 2017, c'était mon numéro 1. Donc j'étais très 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 content en fait que tu puisses participer à cette expérience-là en fait. C'était cool. Ouais. Chouette jeu, ouais. Comment est-ce que tu trouves ça, les jeux de négociation en général? C'est quelque chose que tu apprécies beaucoup ou, Ouais, j'aime bien. Il n'y en a pas tant que ça au final. Moi, vraiment le dernier souvenir que j'ai, c'est Chinatown en fait. Ouais, c'est ça. Celui qui m'avait fait vraiment cette impression-là de tout négocier. Il y avait Marchand de Gênes aussi, je sais pas si tu as connu ça chez Aléa. Ok. Qui est aussi un jeu où tout se négocie, les actions, les points d'action, enfin tout peut se trade, tout peut se négocier. Là, on est un peu dans la même famille, par contre, on est vraiment dans l'aspect gros jeu de gestion avec énormément de production de tel cube qui devient tel autre cube, et là, il faut essayer d'analyser quel cube est rare à ce moment-là, et de quoi j'ai vraiment besoin. Ça, c'était super intéressant. Je pense que c'était un bon candidat pour le Diamant d'Or, même si. Ah ben non, c'est passé, du coup, c'est un vieux jeu maintenant. Enfin, un vieux jeu. 2017, ouais, c'est ça, exactement. Les jeux vont tellement vite. Comment est-ce que tu fais pour retrouver des petites perles rares justement qui passent en dessous du radar? Est-ce que tu cherches pour ça? Moi maintenant, en fait, avant, vraiment, j'étais vraiment proche, enfin, ouais, j'étais vraiment collectionneur, j'achetais vraiment beaucoup de choses, beaucoup de jeux de société qui sortaient, je cherchais un peu les trucs un peu obscurs, etc. Là, ça m'est passé un peu, c'est un peu moins ce qui m'intéresse. Donc, je suis plus vraiment autant à l'affût qu'avant. Mais j'ai plein d'amis, et notamment ceux qui font partie du jury du Diamant d'Or, qui eux scrutent toutes les nouveautés, surtout les gros jeux de gestion qui sortent. Et là, on est vraiment dans du marché de niche, donc souvent les jeux ils sortent à 1000 exemplaires, 2000 exemplaires. T'as très vite fait de ne pas le voir sortir en fait. Non, tout à fait. Ouais. Là. Donc c'est plus les copains qui font ça pour moi maintenant. Enfin, j'en profite. Ouais, c'est ça, ils le font exactement. pour eux et moi j'en profite. C'est pas la première fois que tu viens ici au job. Alors ça c'est ma première fois au job. Ok. Après les week-ends jeux, on en fait très souvent en France, en Belgique, en Europe quoi. Par contre non, c'est la première fois que je viens au job et c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu apprécies en fait en général de ce genre d'événement-là, dans ta position par exemple? Effectivement, enfin, on a été super bien accueillis et ça c'est vraiment parfait. Après moi je suis là pour profiter du week-end en fait, pour jouer avec vous et tout. Après j'ai amené plein de protos pour les gens qui ont envie, mais je suis pas dans l'obligation de me dire tiens faut vraiment que je fasse tester mes protos, etc. Mais si les gens ça les intéresse, j'ai toujours mes protos sur moi pour les faire jouer. Mais pour moi je me sens pas vraiment invité d'honneur entre guillemets, pour moi je viens juste jouer avec. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Parlant de tes protos, en fait, j'ai eu la chance de jouer au Mont Château puis à Survivant. Ouais. Donc, dans le fond, est-ce que tu as des dates précises pour ces jeux-là? Ouais, alors, précis, c'est jamais trop précis. Moi, j'ai coutume de dire, tant que c'est pas sorti, tant que c'est pas en boutique. Non, en effet. Il y a toujours des prévisions, et puis après, les prévisions sont repoussées, etc. Le Survivant, ça fait peut-être un an qu'il devait être sorti, au moment où on a signé, ça aurait dû être fait vite, puis au final, ça va être début 2019, normalement. Okay. Si tout va bien, ouais, tant que c'est pas sorti, c'est pas sorti. Au Mont Château, donc c'est What's Upon a Castle, dans le titre final, sortira pareil théoriquement, ce qui est prévu c'est septembre-octobre. Il sera sorti pour Essen, normalement, voilà, peut-être sans doute normalement avant, c'est le plan. Et puis après il y a d'autres sorties, il y a alors c'est toujours pareil. Normalement les prochaines sorties c'est chez Scorpion Masqué, C'est pas fou Junior. Ça s'appelait Patate versus Ninja je crois. Okay. Avec un nom improbable comme c'est les trouvé Christian. Ouais, c'est ça. Il y aura aussi un autre jeu pour enfants qui va s'appeler Free Slide chez Geco. Un jeu que j'ai fait avec deux de mes camarades auteurs, avec Théo Rivière et Corentin Lebras. Et puis après, les autres sorties, ça sera Essen avec What's Upon a Castle, au Mont Château, et Scarabia que j'ai fait avec Bruno Catala. Et puis ça, ça c'est à peu près mes sorties de l'année. Voilà. Enfin de la fin d'année, parce qu'il y a déjà eu SOS Dino pour les enfants début d'année, et puis une participation à un scénario Château Aventure. Comment tu vois ça en fait, toi justement l'édition en collaboration avec un autre auteur, comment est-ce que vous faites pour partager et collaborer? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Non, c'est jamais difficile parce qu'avant tout si on bosse ensemble c'est parce qu'on s'aime bien, on se connaît bien et voilà. Après il y a des fois, on
on le fait toujours avec des copains. Ouais, Voilà. évidemment, ouais, c'est ça. Bon, alors des fois, il y a des connexions qui marchent pas. Enfin, t'as beau être avec un pote, bah, t'arrives pas à faire marcher le jeu, enfin, t'arrives pas à faire fonctionner le truc, ça c'est des choses qui arrivent. Ouais, tout à fait. Moi, je préfère vraiment travailler à deux. Enfin, moi, je suis quand même un gros feignant, quand même. Et du coup, si j'ai une idée de jeu et qu'elle marche pas bien, Ouais. bah voilà, je vais laisser tomber et puis je vais essayer je vais chercher une autre. Enfin, je vais penser à autre chose et puis voilà. Alors que si on le fait à deux, bah si ça marche pas bien, bah on va s'encourager l'un l'autre. En fait, voilà. Moi, je vais dire à un moment, bah non, j'en ai marre, ça marche pas. Le collègue va prendre le jeu, tester de son côté, va revenir avec des nouvelles idées. Oui, ça va mieux. Puis après, on fonctionne plutôt comme ça. Enfin, chaque duo d'auteurs fonctionne différemment. Moi, je vais plus être dans le ping-pong, dans l'échange. Finalement, je travaille souvent à deux, mais plutôt de mon côté. Enfin, je travaille de mon coin, puis je donne le truc. L'autre travail, il me redonne, puis on s'échange comme ça. Après, c'est pas une généralité, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'ai la chance de travailler dans un atelier d'auteur, ce qui est extrêmement rare. En fait, la plupart des auteurs de jeux, on fait quasiment tout ça en plus de notre boulot. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai arrêté depuis 2 ans, je fais plus que auteur de jeux. Et en plus, je travaille dans un atelier où il y a Antoine Boza, Corentin Lebras et Théo Rivière qui est très régulièrement là. Du coup, on a vraiment beaucoup de facilité à travailler ensemble. On partage le bureau, on fait des séances de brainstorming tous ensemble. C'est vraiment super pratique. Malgré que c'est un travail très amusant, très agréable, puis tout ça, j'imagine que bon aussi, il y a des côtés un peu plus sombres, où est-ce que bon, il faut quand même persévérer pour essayer d'aller cogner aux portes, par exemple, des différentes maisons d'édition. Là, la partie édition, c'est encore un autre boulot, effectivement. Voilà, un jeu sort, voilà, on a dit, avec souvent beaucoup de retard, c'est les éditeurs. Effectivement, il y a la partie boulot où on crée le jeu. Ouais, c'est ça. Donc là, tout seul ou à deux, on s'échange des idées, on fait le prototype, on avance, etc. Et après, il y a la partie démarchage de l'éditeur, qui est presque un deuxième travail, très différent en fait, et qui ne nécessite pas du tout les mêmes compétences. Moi, je n'aime vraiment pas spécialement ça. Moi, la plupart de mes jeux, alors en fait, soit je les ai sortis chez des copains. Donc Repoprod, c'est des potes. Ouais, c'est ça. On fait des week-ends jeux ensemble, je leur montre les protos, enfin voilà, ça se passe comme ça. Je démarche pas en fait, je vais pas prendre des rendez-vous, montrer mes trucs. C'est juste ça se passe comme ça en fait. Et sinon, les autres jeux, la plupart des autres jeux, j'en ai signé beaucoup avec Bruno Catala. Parce que Bruno Catala, lui, ce côté-là, relation avec les éditeurs, il adore ça. Il le fait très bien. Et souvent, on fait un jeu ensemble et moi, je m'occupe. Une fois que le jeu est fini, c'est Bruno qui s'en occupe, qui va le montrer aux éditeurs, qui fait les démarches, etc. Et j'aurais jamais sorti autant de jeux si Bruno n'avait pas été là pour faire le truc. Je crois que plus de la moitié des jeux que j'ai fait, c'est en collaboration avec Bruno. Ouais, c'est ça. Puis on parle de classiques, là, quand même, Cyclades. Ouais, c'est depuis un moment maintenant. Ouais, c'est ça. Puis en plus, même Mr. Jack, qui sont encore des classiques là, qu'on montre encore et encore. T'sais. On a eu la chance, je pense, de sortir ces jeux il y a quelques années, enfin il y a plus de 10 ans souvent. Ouais, c'est ça. À une époque où peut-être le jeu de société, il y avait moins de choses. Et les jeux avaient plus le temps de s'installer, plus le temps d'être joués, de devenir des classiques justement. Maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent que c'est très compliqué de s'installer en fait. Ton jeu va sortir, il va être un peu joué, les gens vont faire 3-4 parties, il y a une autre nouveauté qui va arriver, ils vont rejouer. Et alors ça existe toujours des jeux qui deviennent des classiques évidemment. Enfin, je pense qu'Azul qui vient de sortir, il va rester un classique. Oui, c'est ça. Splendor s'est installé, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Enfin, les places sont chères. Il y a tellement de jeux qui sortent que c'est vraiment très 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 dur de se faire une place. Et du coup, ces jeux-là qui sont aujourd'hui un peu installés, ils sont sortis à une époque où il y avait quand même moins de choses. Déjà à l'époque, on se disait il y a trop de jeux qui sortent. Ouais, c'est ça. Mais en fait, maintenant, il y en a encore plus. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a une cause est-ce qu'il y a une situation où il y a eu quelque chose qui est arrivé en fait puis qui a fait exploser le marché? En fait, je sais pas s'il n'y a pas eu vraiment d'explosion, mais il y a eu une progression continue et vraiment constante. Moi, depuis que je suis dans le milieu du jeu de société, on se dit il y a trop de jeux qui sortent et ça va s'arrêter. Puis finalement, petit à petit, tous les ans, il y en a de plus en plus. Et puis voilà. Mais ça devient, j'ai l'impression, de plus en plus facile d'éditer un jeu. Enfin, à partir du moment où tu as les sous pour monter ta maison d'édition et payer la prod, finalement, c'est pas extraordinairement compliqué. Il y a plein d'usines qui font ça. Il y a même maintenant des intermédiaires. Tu peux passer par des boîtes qui tu donnes les fichiers, puis ils vont tout s'occuper de tout, vont tout sous-traiter. Donc c'est assez facile finalement de devenir éditeur. Enfin facile.
c'est pas facile de faire un bon jeu, c'est pas facile d'éditer un jeu, Non, mais c'est ça. non, enfin, a priori, tu as un jeu, tu peux te dire, ok, je vais devenir éditeur, et il y a plein de passionnés, le milieu, comme le milieu grossit, il y a de plus en plus de passionnés, il y a de plus en plus de gens qui se disent, bah oui, moi aussi, pourquoi pas, et puis Ouais, finalement, oui, exactement. pourquoi pas, C'est- ouais, ouais. voilà, lance-toi, quoi. Donc, enfin, c'est plutôt un effet secondaire d'un effet positif qui est que notre milieu il augmente, il y a de plus en plus de gens qui jouent, donc forcément il y a de plus en plus de gens qui créent des jeux, de plus de gens qui ont envie d'éditer, et ça gonfle comme ça, quoi. Est-ce que tu cherches à rendre ton jeu unique ou des fois tu aimes bien avoir certaines mécaniques ou certaines petites signatures ou quoi que ce soit? Mais en fait, comme j'ai déjà fait quelques jeux quand même, moi quand je démarre un jeu, j'aime bien me dire, mon jeu il apporte un truc nouveau. Ouais. J'ai envie de me dire que pourquoi j'irai acheter ce jeu-là en fait une fois qu'il sera fini, pourquoi j'irai acheter ce jeu-là plutôt qu'un autre qui est déjà sorti même il y a quelques années, où j'ai pas envie que le jeu il fasse doublon ou que ce soit encore un énième truc de telle série en fait. Donc c'est du coup je trouve que c'est de plus en plus dur de faire des jeux, de faire des protos, etc. J'en fais moins qu'avant. Parce qu'il m'arrive souvent de démarrer un truc, de griffonner des idées, puis me dire ouais mais ok mais enfin c'est comme machin, ça sert à rien quoi. Donc, Ouais, c'est ça. bon et je laisse tomber et je passe à autre chose quoi. Ouais. Voilà, j'essaye vraiment qu'il y ait quelque chose qui moi m'accroche et me dise ok ce truc là on l'a pas vu, c'est nouveau, c'est intéressant, j'ai envie de le faire. C'est quoi la plus grande fierté en fait dans ton travail d'auteur? Bah en fait ce que j'ai vraiment aimé faire c'est la deuxième édition de Cash & Guns. Ok. En fait Cash & Guns c'est un de mes premiers jeux. Ouais, Un de ouais. mes tout premiers jeux édités, c'était le deuxième en fait. Tu as fait ça en 2004. Ouais, Enfin, c'est ça, 2005. 2004. Enfin, 2004, c'était le joueur en encart, Ouais. Kill Dog, qui est devenu Cash & Guns en 2005. Ok. Et en 2015, donc 10 ans après, enfin avant du coup, c'est Ouais, pour la ouais, sortie ouais. en 2015, il y a l'éditeur Roboprod qui m'a dit on referait bien, on relookerait bien le jeu. Ok. Est-ce que tu veux pas pour en profiter pour passer dans les règles, essayer de lisser tout ça, etc. Et en fait, Cash & Gun, c'est un jeu auquel j'ai continué à jouer une fois qu'il était sorti. Je fais vraiment partie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, quand ils sortent, tu ne rejoues pas en fait. Enfin, Non, tout à fait. le jeu est sorti, tu passes à autre chose, tu as une autre idée, un autre proto, etc. Et Cash & Gun, ça marche vraiment bien en week-end jeu, en animation, etc. Donc Oui, ça fait vraiment, des tout à bonnes fait, tables là. cool. Où j'y avais quand même pas mal joué. Et j'avais aussi bossé sur des extensions, et donc sur des extensions qui sont sorties, comme les Yakuza, mais aussi d'autres extensions qui sont jamais sorties, Ok. mais sur lesquelles j'avais quand même bossé, j'avais réfléchi à des trucs, j'avais Ok. des éléments. Et du coup, quand Roboprod m'a dit ça, du coup j'ai ressorti tous mes vieux éléments de jeu, et je me suis dit ok, et j'ai rejoué à Cash & Gun. Et je me suis dit, ok, il y a des trucs que les gens comprennent jamais dans ce jeu. Ouais, ouais. Il est hyper simple, enfin, l'idée c'est qu'il soit hyper simple, et pourtant il y a des trucs trop techniques et que les gens n'y arrivent pas. Donc j'ai viré plein de choses dans ce jeu. Dans la version originale, j'ai modifié pas mal de choses en apportant des éléments qui étaient prévus pour des extensions qui n'ont jamais existé. Ok. Et ça m'a permis d'épurer mon jeu et de me dire ok, j'ai 10 ans d'expérience dans les deux, donc je vais essayer d'utiliser ces 10 ans d'expérience pour améliorer le jeu. Et c'est un peu comme si j'avais été co-auteur avec moi 10 ans avant en fait. Ok, Je me suis dit, ouais, ok, ouais. je prends ton jeu, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc du coup j'ai repris le jeu et j'ai essayé d'y mettre mes 10 ans d'expérience. Puis, Et c'est rare finalement, t'as pas souvent l'occasion, une fois qu'un jeu est sorti, c'est très rare que 10 ans après l'éditeur te dise ok vas-y retravaille ton ouais, jeu. c'est ça. Et là pour le coup je suis assez content d'avoir fait cette version qui est une version un peu finale quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est quoi une surprise en fait dans ta carrière que tu t'attendais pas du tout à ce que, mettons, peu importe que ce soit un jeu qui ait autant de succès ou que ce soit un contrat que tu as eu avec une maison d'édition ou juste des rencontres? Qu'est-ce que le tout premier jeu en fait c'était assez surprenant parce que j'ai signé donc le tout premier jeu que je signe qui sort chez un éditeur c'était chez TF1 Games Ok. qui est donc TF1 en France une grande chaîne de télé. Ok, ouais, Voilà, ouais. je sais pas quel serait l'équivalent au Québec mais donc c'est la chaîne numéro 1 de télévision. Ok. Et ils avaient développé un pôle jeu de société pour essentiellement faire des adaptations de leurs jeux télévisés. Ok. Voilà. Et à l'époque, ils avaient envie de faire aussi du vrai jeu, du jeu de société. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ils avaient commencé à contacter des auteurs et ils avaient notamment sorti Squad 7 de Roberto Fraga, Ok. qui est devenu Pingo, je crois, chez Yellow récemment, Ok. qui était réédité. Et donc voilà, et en fait complètement par hasard, parce que c'est un jeu que j'ai fait avec Christophe Bollinger, et c'est Christophe qui était en contact avec eux, qui les avait vus sur un festival, il leur avait fait jouer au proto, et là il m'appelle, il me dit ok, bah on le signe chez TF1 Games. Ouais, Improbable. Du coup on a eu une pub télé, Wow. une grosse sortie en fait pour
pour un jeu de société, à l'époque, ils avaient fait un premier tirage à 26 000 boîtes. Ok. Ce qui, sur le territoire, juste le territoire français, c'est déjà. C'est énorme, là. Oui, c'est ça. Surtout, donc, on parle dans les années 2000. Ah oui, c'était 2004. Ah, c'était c'est sorti ok, 2004. ouais, c'est ça. Donc, c'était. Alors, ouais, pour un premier jeu signé, c'était quand même un peu la totale. Quoi. Tout à et à fait. l'époque, je travaillais dans un magasin de jouets, Ouais, ok. dans un Toys R Us. Ok. Et ben, j'avais le jeu dans mon magasin ou dans mon rayon, comme ça, c'était un peu la classe. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, en passant. Ouais, ça, c'est moi. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est qui a fait ce jeu-là? C'est monsieur là-bas. C'est quoi ta plus grande déception? C'est quoi qui te redoute peut-être un peu plus du monde en tant que tel, du jeu de société? On a vraiment de la chance d'être dans un milieu quand même ultra cool avec plutôt des gens sympas. Il y a vraiment très très peu de mauvaises choses qui se passent. J'ai l'impression, ça fait un peu bisounours, mais écoute, le milieu du jeu de société, quand même, il y a pire, je pense. Hein. Ah oui, tout à on fait. est plutôt pas mal. On se rencontre tous dans des week-ends comme ça. Il n'y a pas vraiment de barrière. On rencontre aussi bien les éditeurs, les auteurs, les joueurs. On est vraiment tous sur un pied d'égalité, j'ai l'impression. Et ouais, non, il y a. Enfin. Après, il y a des mauvaises choses qui se passent. Récemment, il y avait des histoires de plagiat qui sont passées sur Facebook. Ah ouais, ok. Il y a quand même de temps en temps des trucs un peu improbables qui se déroulent, mais c'est quand même pas la majorité. Ouais. On est quand même pas mal vernis dans le milieu du jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux ont été bénéfiques et sont encore bénéfiques pour le jeu en tant que tel? J'ai toujours eu Trick Track en page d'accueil, Ok. Trick Track, le site français donc sur le board game, sur l'équivalent de Board Game Geek en France. Ouais, c'est ça, tout à fait. Sur ma page d'actualité, et quand Facebook est arrivé, très rapidement c'est Facebook qui est passé en page d'accueil sur mon Tout à navigateur, fait, ouais. parce que c'est là qu'on a toutes les infos au final. Ouais, c'est ça. Et tous les auteurs de jeux ont un Facebook, tous les auteurs de jeux parlent de leurs nouveautés, on voit souvent passer les photos des protos avant qu'ils sortent, etc. Je pense que ça a eu un gros impact aussi quand on parle de l'explosion du milieu, du fait que ça se développe. La visibilité, ça aide à ça en fait. Hein. Il y a le fait que les gens partagent des choses à des amis qui ne sont pas forcément accros aux jeux de société, mais Non, ils vont ça. voir défiler des choses, ils vont s'y intéresser et ça participe à augmenter ça. Quoi. Moi, tout à fait. Mais non, et c'est dans le jeu de société comme dans tous les autres milieux, j'imagine. 2017, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Est-ce que tu as eu des gros. Est-ce que tu es tombé en amour avec certains jeux? Attends, 2017, qu'est-ce qui est sorti en 2017? Je crois que est-ce que c'est pas l'année de Terraforming Mars 2017? Peut-être en France, en fait, avec Ouais. la version française. Ouais. Je sais que 2016, il était sorti en anglais à SN. Quand est-ce qu'on y a joué? En tout cas, je sais qu'à l'époque, on avait un peu joué et c'était quand on a fait justement le Diamant d'Or, mais en quelle Ok. année du coup? Il a fini deuxième. Ouais, ok. Avec Mais c'était en 2017 peut-être? C'était Great Great Western Western qui Trail. avait fini C'est premier. ça, ouais, c'est en Et 2000. au final, moi j'ai pas vraiment rejoué à Great Western, par contre des Terraforming Mars, à chaque week-end jeu j'en fais 4 ou 5. Ok. Donc là, ouais, c'est vraiment devenu mon jeu préféré. Ah ouais, ok. Clairement, le gros jeu en tout cas auquel j'ai le plus joué et auquel je rejoue encore avec gros plaisir. Ouais. Il y a des jeux que tu as hâte de voir sortir. Là, comme je disais, je suis beaucoup moins l'actualité, Ok. je suis beaucoup moins à l'affût des trucs. Au contraire, ça va être plus les gens qui découvrent, qui me disent « Ah, il faut que tu joues à ça, c'est trop bien, etc. Ouais, c'est ça. Non, je suis vraiment pas les prochaines sorties. Pareil, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Kickstarter. Kickstarter, je sais pas que je suis pas allergique à Kickstarter. C'est juste que pour moi, dire je vais m'acheter un jeu, je le reçois dans 1 an et demi. Je fais bon, ok, moi non, j'ai envie de m'acheter un jeu, je vais y jouer tout de suite. Quoi. J'ai pas envie de Je jouer dans comprends un ce an que et tu demi. veux dire. Donc souvent au contraire j'ai des copains qui sont eux par contre à fond sur Kickstarter et du coup je Ouais, découvre ouais. avec eux quand ils reçoivent les boîtes. Donc ouais, moi de mon côté il y a rien que je surveille vraiment, mais je suis vraiment toujours curieux de découvrir, toujours partant pour une partie. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça en fait, cette plateforme-là justement? Pour moi, personnellement, je le ferais pas. Produire moi un jeu, c'est pas un boulot d'éditeur, c'est complètement différent d'un boulot d'auteur. Ouais, tout à fait. Moi, je te disais que j'étais feignant tout à l'heure. Un boulot d'éditeur, c'est vraiment un gros boulot. Hein, non, c'est ça. Par contre, il est possible qu'on ait des jeux qui arrivent sur Kickstarter à un moment donné. Là, avec Bruno, on a signé avec un éditeur italien sur une réédition d'un ancien jeu à nous. Qui pourrait peut-être ressortir sur Kickstarter d'ici peut-être 1 an ou 2 ans. C'était pas encore tout à fait sûr, on va voir ça. On est en contact aussi avec. Tout à l'heure, je te disais qu'on travaille dans un atelier avec Antoine Bozard, Ouais, c'est ça. Corentin Lebras et Théo Rivière. On a un concept de jeu qui pourrait très bien faire un Kickstarter, un concept assez chouette.
dont on peut pas parler, qui est très secret. Ok, Mais, ouais. mais voilà, on est en contact avec un éditeur que ça intéresse. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de signé, on sait pas trop. Mais il est possible que on se lance dans le Kickstarter, qu'il y ait un jour, dans les années qui viennent, peut-être l'année prochaine, tout ça, un jeu signé par moi et les autres. Ouais, c'est ça. Sur Kickstarter, c'est possible. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien de signé, il n'y a rien qu'on peut annoncer, mais c'est quelque chose qui va arriver, je pense. Est-ce que tu as des auteurs, en fait, un peu fétiches, que tu aimes beaucoup, que tu apprécies toujours leur jeu? Alors, je suis très souvent ce que fait Vladash Fatil Ok. depuis TTA, parce que TTA, c'est vraiment génial. Ouais. J'ai énormément joué, et c'était vraiment, à chaque fois qu'on me demandait c'est quoi ton jeu préféré, c'était TTA, parce que c'est ça. j'ai énormément joué en ligne surtout, parce que le jeu de plateau, il est génial, mais il y a tellement de manipulation de pions, de petits traits que tu oublies, etc. Ça nous est déjà arrivé de faire un TTA, chacun avec son iPad, et jouer ces trucs en face à face, pour pas avoir à s'embêter avec les cartes et tout. Mais bon, depuis Terraforming Mars, c'est devenu... ouais, c'est ça, exactement. Mais dans mon cœur, enfin, c'est toujours un très bon jeu. Et en fait, Vladash Fatil, il fait toujours des trucs fous. Et c'est tout le temps des bonnes idées, j'ai l'impression, même si quelquefois le jeu va pas forcément marcher. J'ai souvenir d'un jeu de dessin qu'il avait fait, Picto quelque chose, qui était assez improbable, tu décidais, il fallait deviner ce que les autres faisaient, etc. Il y avait un jeu de déduction mixé avec un jeu de dessin. C'était en fait, tu avais des tuiles qu'il fallait que tu échanges avec les... Donc ça, c'était vraiment, ça n'a pas marché, je pense, mais pas très très bien, mais en tout cas, c'était vraiment malin. Puis après Codename, là, qui a fait un succès. Exactement. En tout cas, je suis toujours vraiment curieux de ce qu'il fait, parce que c'est toujours étonnant. Après, les auteurs français, en fait, c'est souvent des copains et j'ai déjà joué à leur proto. Donc je suis moins dans la découverte. Mais effectivement, chaque fois que Bruno il sort un jeu, on sait que ça va être, ça va être bien. Antoine Bozat, je le surveille, je suis le bureau à côté. Donc c'est ça. Mais ouais, dans les auteurs étrangers dont je suis pas forcément l'évolution des protos, c'est... je crois un des grands noms importants, c'est Vladash Fatil. Codename, on a vu beaucoup de différentes versions sortir. On a une Codename Marvel, une Codename Disney. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, justement, qu'est-ce que tu penses de ces jeux-là qui deviennent à la limite une gamique? Après, si tu crées une gamme, tu crées une licence, ce serait dommage de ne pas l'exploiter, après tout, pourquoi pas. Et puis, après, si ça peut faire vivre un auteur, un éditeur, pourquoi pas. Enfin, c'est ça. Je suis pas contre ça, au contraire. Après, c'est vrai qu'il y a... Du côté joueur, tu as un petit peu le côté, ok, ils vont encore nous refaire une énième version. C'est ça, alors autant... je comprends complètement qu'on puisse faire un Codename Disney, un Codename Star Wars. Ça s'adresse vraiment pas au même public, je pense, que les gens qui jouent à Codename. Non, exactement. Voilà, vraiment dans le truc. Le Codename Duo, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais il y a vraiment une astuce. Enfin, il y a vraiment une règle qui fait que c'est pas la même chose et tu reprends les mêmes principes, mais c'est un vrai jeu à deux en fait. Et ça, c'est plutôt. Quand tu réussis à décliner ta licence en proposant vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment super intéressant. Quand c'est juste une thématisation, après c'est vraiment pour faire de la vente et puis pour s'adresser à un public différent. Je pense que le public qui achèterait Codename Disney, il achèterait jamais Codename, quoi. Donc, c'est ça, ok. Donc en fait, plus on ouvre les portes pour des nouveaux... Et puis après, les gens qui ont acheté Codename Disney, ils vont découvrir le vrai Codename, ils vont aller dans les boutiques de jeux, ils vont se dire ah ok, il y a plein de trucs et ils vont rentrer dans la famille. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Si même on voudrait te contacter, est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait... Facebook en fait c'est le meilleur endroit et en fait, beaucoup on parlait des réseaux sociaux, du fait que ça permet de montrer un peu ce qu'on fait à tout le monde. Facebook c'est super facile de contacter les gens maintenant. On est souvent contacté par des auteurs débutants qui nous demandent des conseils et tout, et on répond à tout le monde. Donc il n'y a aucun souci. Contactez-moi par Facebook. Génial, parfait. Fait que, merci beaucoup, c'était Ludovic et c'était Vincent. Et merci, je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.